Vous pensez que la Russie moderne est un endroit difficile à vivre? Des ours polaires dans les rues, un froid glacial et une histoire politique pour le moins mouvementée. Tout cela semble assez intimidant. Mais je vais vous dire quelque chose. Comparé à ce qu'était la Russie il y a 255 millions d'années, la Russie actuelle ressemble à un paradis tropical. À cette époque, ce territoire était peuplé de prédateurs à dents de sabre géants, de monstres aquatiques cuirassés, d'amphibiens de 3 mètres chassant sur terre et dans l'eau, et d'un carnivore si terrifiant qu'aucun animal terrestre ne l'a égalé pendant des millions d'années. Et en guise de conclusion, le territoire abritait une bombe volcanique d'une taille inimaginable, qui allait déclencher la pire extinction de masse de toute l'histoire de la Terre. Avant de plonger dans l'époque la plus terrifiante de l'histoire russe, et probablement de toute l'histoire de la Terre, si vous aimez découvrir la préhistoire sous un angle que personne ne vous a jamais montré, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, on explore des créatures et des événements qui vont changer votre vision du monde. Et aujourd'hui, on part en voyage dans un territoire si dangereux que même les prédateurs les plus redoutables finissaient par mourir d'une façon qu'ils n'auraient pas jamais pu anticiper. La Russie la plus dangereuse de l'histoire. Parfois, on a l'impression que la Russie est un véritable cauchemar. Le président à cheval torse nu, des ours dans les rues, un froid glacial qui décourage jusqu'aux plus endurcis, et une histoire politique qui ferait pâlir d'envie n'importe quel scénariste hollywoodien. Bref, ça ne semble pas être l'endroit le plus facile à vivre. Et historiquement, cette tendance s'est confirmée. L'Union soviétique, le Goulag, le KGB, tout cela donne une image assez sombre d'un territoire qui a connu plus que sa part de moments difficiles. Les Russes ont acquis au fil des siècles une réputation bien méritée de peuple endurci, capable de survivre à des conditions que d'autres jugeraient insupportables. Mais voilà le problème avec cette réputation. La Russie moderne, aussi dure qu'elle puisse paraître, n'a jamais atteint le paroxysme de la folie que ce territoire a connu. Car pour trouver la version vraiment terrifiante de la Russie, il faut remonter bien plus loin que l'histoire humaine. Bien plus loin que les premiers Homo sapiens, bien plus loin même que les dinosaures. Il faut remonter il y a entre 259 et 251 millions d'années. À une époque si lointaine dans le passé qu'en avançant de 100 millions d'années à partir de là, il faudrait encore attendre plus de 80 millions d'années avant de voir apparaître le premier T-Rex. Cette époque s'appelait le Lynchien, la dernière phase du Permien tardif. Et ce que vous allez découvrir sur ce territoire à cette époque va redéfinir complètement votre notion de danger. La géographie d'un monde alien. Avant de rencontrer les créatures qui peuplaient ce territoire, il faut comprendre à quel point la Russie permienne était différente de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Si vous étiez téléporté là-bas, votre première réaction serait probablement la désorientation totale. Pas seulement à cause des animaux, mais parce que la géographie elle-même serait méconnaissable. À cette époque, le supercontinent Pangée existait encore et maintenait la majeure partie des terres émergées en une seule masse compacte. Mais même dans ce contexte, certaines régions étaient distinctes. Au sud se trouvait le sous-continent de Gondwana, composé des ancêtres de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Antarctique, de l'Australie et de l'Inde. Et au nord, une configuration géographique qui rendait la Russie permienne particulièrement isolée. La Sibérie, en particulier, était l'un des endroits les plus coupés du monde entier. Premièrement, le niveau des mers était bien plus élevé qu'aujourd'hui, en raison de températures mondiales plus élevées, créant une mer peu profonde qui séparait la Sibérie non seulement de la Russie européenne, mais aussi du reste de l'Europe et de l'Amérique du Nord de l'époque. Deuxièmement, la chaîne de l'Oural, qui existe toujours, séparait la Sibérie de la Russie européenne, la rendant plus aride qu'elle ne l'aurait été autrement et fragilisant certaines régions face aux inondations et à la pollution atmosphérique. Et si vous aviez réussi à franchir ces deux obstacles, vous vous seriez immédiatement heurté à quelque chose d'encore plus imposant. Les montagnes centrales de Pangée, l'une des plus vastes chaînes de montagnes ayant jamais existé sur Terre. Ces montagnes colossales s'étendaient sur toute la partie centrale de Pangée, formée par la collision cataclysmique entre l'Amérique et le Gondwana. En moyenne, leurs sommets rivalisaient avec ceux de l'Himalaya actuel, qui abrite les plus hauts sommets terrestres connus. Mais là où l'Himalaya l'emporte en altitude, les montagnes pangéennes l'emportaient probablement en longueur totale, leurs vestiges modernes ne formant pas une seule chaîne mais plusieurs.
les Appalaches, l'Atlas, le massif de Bohême et le massif central. Une quantité colossale de roches réparties sur plusieurs continents modernes. Ces montagnes avaient des conséquences profondes sur le climat de la Russie permienne. Elles créaient un effet de feuilles considérable, empêchant les pluies de mousson du sud d'atteindre l'hémisphère nord. Résultat, une grande partie de l'intérieur du continent était constituée de déserts brûlants d'une aridité extrême. Mais la Russie, grâce à sa latitude plus élevée, plus proche des régions polaires, bénéficiait d'un avantage climatique relatif. Des biomes tempérés existaient, dominés par des végétaux comme les tatarinas et d'autres glossoptéridés, suivis par des gingoales et des conifères primitifs. Des déserts froids et des plaines inondables semi-arides complétaient ce tableau. Comparé au reste de la Pangée, où les températures auraient instantanément cuit ou desséché un voyageur humain, la Russie permienne était presque supportable. Presque, car ce climat relativement clément avait une conséquence directe et terrifiante. Il avait permis le développement d'une vie bien plus dense, bien plus diversifiée et bien plus hostile que n'importe où ailleurs sur la planète. Les Gorgonopsidés, l'empire des prédateurs à dents de sabre. Et de tous les cauchemars préhistoriques qui peuplaient ces terres, aucun n'était aussi prospère, ni aussi mortel, que les Gorgonopsidés. À première vue, on pourrait décrire ces animaux comme d'étranges chiens primitifs. En réalité, ils n'étaient ni canidés, ni mammifères. C'étaient des thérapsides non mammaliens, ce qui signifie qu'ils étaient les ancêtres ou cousins des ancêtres des mammifères. Des créatures biologiquement fascinantes, à mi-chemin entre les reptiles et les mammifères sur l'arbre évolutif. Mais dans la pratique, si vous vous retrouviez face à l'un d'eux, la biologie serait probablement le dernier de vos soucis. Car les Gorgonopsidés avaient même bâti un véritable empire durant le Permien tardif, et étaient, de l'avis général de la communauté scientifique, les superprédateurs dominants pendant une grande partie de cette période. Étonnamment, cet empire ne s'était véritablement constitué qu'en deux endroits, l'Afrique du Sud et la Russie. En dehors de ces deux régions, le groupe était étrangement rare, probablement en raison des conditions climatiques impossibles du reste du monde. En Russie, plusieurs espèces de Gorgonopsidés régnaient simultanément. Les Pravoslavlevia, les Soroctonus, les Viatkogorgones, les Suchogordones et les Notogomphodons. Toutes partageaient les mêmes caractéristiques générales. 4 membres entièrement terrestres, une locomotion semi-érigée comparable à celle des crocodiliens modernes, des crânes proportionnellement longs et massifs, et surtout leurs principales armes de destruction. Des canines supérieures, et parfois inférieures, allongées, officiellement classifiées comme dents de sabre. Ce qui en fait, soit dit en passant, les premiers prédateurs à dents de sabre connus de toute l'histoire de la vie sur Terre. Mais contrairement aux grands félins à dents de sabre qui apparaîtraient des millions d'années plus tard, et qui utilisaient probablement leurs dents pour trancher précisément la gorge de leur proie, les Gorgonopsidés fonctionnaient différemment. Leurs mâchoires et leurs dents étaient plus résistantes mais moins précises, proches de la dentition reptilienne. La technique de chasse était particulièrement terrifiante dans sa conception. Au cœur du combat, la gorgone assénait une morsure dévastatrice avec ses canines surdimensionnées, les enfonçant profondément dans la chair, les muscles et souvent jusqu'aux organes vitaux. Puis elle se retirait et regardait, car ses dents n'étaient non pas conçues pour tuer instantanément. Elles étaient conçues pour causer une hémorragie massive, un état de choc traumatique et des lésions organiques qui s'aggravaient progressivement. La proie mourait lentement, parfois debout, parfois en fuyant, pendant que son prédateur attendait patiemment à distance. Et si par extraordinaire, vous parveniez à rester debout malgré la première morsure, la gorgone revenait simplement finir le travail. Un cocktail d'espoir et de désespoir aussi efficace que brutal. Du plus petit au plus grand, la hiérarchie des gorgones. Toutes les gorgones de la Russie permienne ne représentaient pas le même niveau de menace. Elles existaient dans toutes les formes et toutes les tailles, créant une hiérarchie de prédateurs qui couvrait pratiquement toutes les niches disponibles. Tout en bas de l'échelle se trouvaient les plus petites, notamment la Viatka gorgone et la Notogomphodon. Franchement, de loin, ces deux-là étaient presque mignonnes. On pourrait les confondre avec de petits chiens à l'allure étrange, leur taille comparable à celle d'un petit corgi. La Notogomphodon était encore plus petite, peut-être la plus petite gorgone de tous les temps,
avec une taille à peu près équivalente à celle d'une règle de bureau. Ces deux espèces ne chassaient évidemment pas de proies de grande taille. Leur cible probable était de petits vertébrés, des amphibiens, de gros insectes. Ensuite vinrent les espèces de taille moyenne, Suchogordon, Pravoslavlevia et Soroctonus. Ces animaux avaient une taille comparable à celle de chiens de taille moyenne à grande. Le plus imposant, le Pravoslavlevia, mesurait environ 1,40 m de longueur corporelle, plus grand qu'un berger allemand armé de dents de sabre. À cette taille, ils pouvaient s'attaquer à une grande variété de proies. Et leurs mains et pieds avaient développé des adaptations supplémentaires pour l'agilité et la préhension. Vous agrippez fermement pendant que leurs dents faisaient leur travail. Être chassé par un prédateur primitif à dents de sabre de la taille d'un berger allemand n'est déjà pas rassurant. Mais ce n'était pas le pire. Inostrancevia, le cauchemar absolu. Car c'est en Russie permienne que vivait le plus grand prédateur terrestre de toute l'époque. Un carnivore si extraordinaire qu'aucun animal terrestre ne l'avait précédé, et que rien de comparable n'existerait pendant des millions d'années encore. Il s'appelait l'Inostrancevia, le plus grand gorgonopsidé ayant jamais existé. Et de très loin. Les spécimens découverts en Russie mesuraient jusqu'à 3 mètres de long. Mais des individus exceptionnels atteignaient 3,5 mètres et pesaient environ 400 kg, une taille comparable à notre plus grand prédateur terrestre actuel, l'ours polaire. Dans un monde où la plupart des prédateurs ne dépassaient pas la taille d'un chien, l'Inostrancevia était une aberration absolue. Et son crâne était tout aussi ahurissant. Malgré un poids proche de celui d'un ours polaire, son crâne était environ 40% plus volumineux proportionnellement. Dans certains cas, sa tête était littéralement plus grande que le torse d'un être humain adulte. Une seule morsure de cet animal était donc suffisante pour causer des dommages instantanément mortels. Ses canines étaient dans une catégorie à part. Chacune d'elles était comparable en taille à une dent de mégalodon, un requin qui était littéralement plus de 100 fois plus grand que l'Inostrancevia. Des dents absurdes sur un animal de cette taille. Des dents qui s'ouvraient à un angle de 90 degrés. Permettant à cet animal d'ouvrir les mâchoires à la verticale et d'enfoncer ses crocs profondément dans chair, muscles et organes vitaux en une fraction de seconde. Et ses proies habituelles étaient elles-mêmes souvent très grandes et bien protégées, ce qui rend ses capacités de chasse encore plus impressionnantes. Mais l'Inostrancevia n'était pas seulement dangereux au contact direct, il était aussi redoutablement efficace pour traquer ses proies. Les paléontologues pensent qu'il était l'animal le plus agile de son environnement, se déplaçant un peu comme un lion moderne, avec un odorat particulièrement développé. Il sentait ses proies avant de les voir. Il les suivait patiemment. Et il frappait au moment le plus opportun. La seule consolation, si l'on peut appeler ça une consolation, est que les fossiles semblent indiquer que les gorgonopsidés, et particulièrement les plus grands, se concentraient principalement autour des écosystèmes fluviaux riches en faune diverse. Éviter les points d'eau était donc probablement la meilleure stratégie de survie disponible. Bonne chance tout de même. Les thérocéphales, les autres maîtres de la Russie. Mais même si vous aviez miraculeusement réussi à éviter toutes les gorgones, d'autres prédateurs vous attendaient. Car la Russie permienne abritait une deuxième grande famille de carnivores en pleine expansion. Les thérocéphales. À première vue, ces animaux ressemblaient superficiellement aux gorgonopsidés. Une morphologie corporelle similaire, des crânes imposants, des canines développées. Mais ils étaient différents sur un point crucial. Étant apparus plus tard dans l'histoire évolutive, ils étaient moins primitifs, dotés de caractéristiques plus avancées. Des ouvertures temporales plus larges, permettant des muscles de la mâchoire plus puissants. Une structure nasale plus complexe, une plus grande diversité fonctionnelle. Comme les gorgones, ils prospéraient principalement en Russie et en Afrique du Sud. Les deux seuls grands refuges climatiques de la Pangée. En Russie permienne, le groupe dominant était les Echidnognathidae. Ces thérocéphales de grande taille possédèrent des corps robustes, des têtes larges et résistantes, et des dents en forme de canines impressionnantes. Apparus seulement à la fin du Permien, ils devinrent presque immédiatement des superprédateurs dans leur niche, écologiques respectives, et dans certains cas, ils rivalisaient directement avec les gorgonopsidés. Mochorinus, le chasseur stratège. Parmi les Echidnognathidae, le Mochorinus se distinguait particulièrement.
Certes moins grand que l'Inostrancevia, sa taille se rapprochait davantage d'une lionne que d'un ours polaire, mais il compensait par une stratégie de chasse remarquablement efficace. Sa technique était comparable à celle des grands félins actuels, cibler les parties vulnérables du corps, notamment le cou, et immobiliser la proie avec ses dents avant qu'elle puisse réagir. Ces dents, contrairement à celles de nombreuses gorgones, n'étaient pas seulement longues, elles étaient extrêmement épaisses et tranchantes simultanément, lui permettant de s'attaquer aux mêmes proies que l'Inostrancevia sans risque de les briser. Megaweitzia, le prédateur venimeux. Mais parmi tous les thérocéphales de Russie permienne, le Megaweitzia mérite une mention particulière, pour une raison que personne n'aurait intuitivement prévue. Il était peut-être venimeux. Ce n'était ni un serpent, ni un reptile, ni un invertébré. C'était un grand thérocéphale de la Russie permienne, et pourtant ses os maxillaires présentaient quelque chose d'unique. 3 canaux partant du conduit nasal et longeant les racines des dents, s'ouvrant près des alvéoles des canines. Des canaux qui, selon certains paléontologues, auraient pu abriter des glandes à venin. Si cette hypothèse est confirmée, le Megaweitzia serait l'un des plus anciens tétrapodes venimeux connus de toute l'histoire de la vie, et l'un des plus grands animaux venimeux jamais identifiés en dehors des reptiles. Le Megaweitzia était imposant, encore plus grand que le Moscorinus, avec certains individus pesant environ 300 kg, soit le poids d'un tigre de Sibérie bien nourri. Imaginez un instant être poursuivi par un animal de la taille d'un tigre de Sibérie, se déplaçant de façon similaire, armé de crocs potentiellement venimeux. La conclusion s'impose d'elle-même. L'Archosaurus, l'ancêtre de tout. Mais les gorgones et les thérocéphales n'épuisaient pas le catalogue des prédateurs de la Russie permienne. Car c'est également là qu'est apparu l'un des animaux les plus importants de toute l'histoire de la vie sur Terre. Il s'appelait l'Archosaurus, et son importance dépasse largement sa dangerosité individuelle. Car l'Archosaurus est considéré comme l'une des plus anciennes formes d'archosaures incontestées connues à ce jour. Et le terme archosaure englobe un groupe extraordinaire. Tous les archosaures et leurs proches parents, les dinosaures, les crocodiles, les ptérosaures. L'Archosaurus était en quelque sorte l'arrière-arrière-grand-père de toutes ces lignées. Avec son museau crochu et ses dents extrêmement acérées, mesurant généralement environ 3 mètres à l'âge adulte, c'était un prédateur terrestre redoutable. Et sa présence en Russie permienne est un rappel fascinant que les grandes dynasties évolutives commencent toujours discrètement, avant d'exploser en diversité dans les millions d'années qui suivent. Les horreurs aquatiques. Épuisés par les prédateurs terrestres, vous pourriez envisager de sauter dans l'une des rivières d'eau douce de la Russie permienne. Une erreur. Car les cours d'eau russes de l'époque étaient gouvernés par des amphibiens, et pas les amphibiens innocents que nous connaissons aujourd'hui. Le Permien était sorti tout juste du Carbonifère, l'âge d'or des amphibiens. Et même si ce groupe n'était plus aussi dominant qu'auparavant, il régnait encore en maître absolu sur les eaux douces. Les pires, de loin, étaient les archégosaures, parfois surnommés les crocodiles imitateurs. Et en les regardant, le surnom s'impose immédiatement. Corps allongés, queue puissante, museau proéminent. Une morphologie et un mode de vie remarquablement similaires aux crocodiliens actuels, chassant à l'affût, attaquant tout ce qui s'aventurait trop près de l'eau. Le plus impressionnant de tous était le Prionosuchus, un amphibien qui atteignait souvent 5,5 mètres de long. Des restes fragmentaires suggèrent des individus approchant les 9 mètres pour un poids avoisinant les 2 tonnes. Un candidat sérieux au titre de plus grand amphibien de tous les temps. Bien que ce monstre ait disparu à la fin du Permien, ses descendants persistaient dans les eaux de l'ancienne Russie. Et parmi eux, le Cocartus, mesurant jusqu'à 3 mètres, plus lourd qu'un jaguar adulte, doté d'une queue en forme de pagaie, lui permettant de se déplacer avec une agilité surprenante malgré son crâne imposant. Si cette vidéo vous a transporté dans une époque que vous ne connaissiez probablement pas et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, laissez un like, ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous voulez continuer à explorer les périodes les plus terrifiantes et les plus fascinantes de la préhistoire,